Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonsoir, bonjour, c'est Godéric et vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital AP-HP Ambroise Paré. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie Tadei avec Charlotte Cadbé. Bienvenue à vous et c'est votre émission. Bonjour Godéric, bonjour à tous les auditeurs de l'hôpital. Donc si nous sommes ici aujourd'hui reçus par Godéric, c'est parce que j'ai décidé de participer un peu plus à cette Voix d'Ambroise Paré en inaugurant des sortes de rencontres boulonnaises des personnes que je rencontrerai au fil de mes balades dans Boulogne, anonymes ou plus connus. Ça peut être votre boulanger comme votre professeur de tennis ou l'instituteur de votre fille, voire votre voisine de palier. Et aujourd'hui, donc... c'est une rencontre, on va dire, un petit peu téléguidée, car je suis ici avec donc Charlotte Cadbé, une jeune photographe qui s'avère que j'expose en ce moment même à Boulogne, évidemment, à l'atelier H4B, qui est celui d'Henri de Quatre-Barbes, le propre père de Charlotte, qui lui a prêté donc cet atelier pour que pendant 4 jours, donc jusqu'à dimanche soir, nous puissions exposer ses œuvres et surtout que toute personne se promenant dans Boulogne puisse en bénéficier. Et les admirer. Bien sûr, mais déjà les regarder et ensuite se les approprier pour pouvoir les admirer. Et donc il s'agit de 7 séries. Et en fait, la première, c'était il y a une éternité pour vous, Charlotte, car vous êtes encore très très jeune. C'était en 2017, et cette série s'appelait En pleine lumière. Et pourquoi ce titre ? Alors, ce titre En pleine lumière fait référence à tout ce qui s'est passé avant, en fait. J'ai toujours été très créative. J'ai mis un peu de temps à chercher de quelle manière j'allais pouvoir exprimer cette créativité. Donc, vous dites que je suis très très jeune, mais j'ai commencé en fait en 2017, j'avais déjà 34 ans. Donc, c'est une vocation qui est arrivée peut-être un peu sur le tard. Donc, 2017 correspond à la date de ma première exposition. Donc, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des photographies. Mais donc, En pleine lumière, c'était enfin la première fois que j'osais montrer mon travail et montrer ce que je faisais. Donc, voilà. Mais pourquoi ce titre ? Et donc ce titre, déjà parce que Oui, j'ai bien compris. Vous dévoilez en fait ce que jusqu'à présent vous étiez la seule à admirer. Mais en fait, quand on voit vos photos, la lumière... elle est un petit peu parfois cachée par l'ombre. Exactement. En fait, la lumière est vraiment très très importante dans mon travail photographique. Alors dans quelque travail photographique que ce soit, puisque photo veut dire lumière. Il vaut mieux, oui. Et que sans lumière, on ne peut pas prendre de photos. Voilà. Mais c'est vrai que je suis très très fascinée par la beauté que la lumière apporte sur notre quotidien, et c'est ça qui m'a engagée en fait à vraiment vouloir chasser cette lumière, en révéler la beauté et ensuite la présenter aux autres. Et vous avez continué puisque l'année suivante, donc votre deuxième série, là vous intitulez Année-Lumière. Alors celle-ci, où là aussi la lumière va être parfois tamisée, car cette série, c'est à Londres que vous l'avez totalement réalisée. À Londres, en Angleterre. En Angleterre, pardon. Oui, d'ailleurs à Portsmouth aussi, où il pleut encore plus qu'à Londres. Donc où la lumière est encore plus rare. Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais voulu garder effectivement un lien pour le titre de cette exposition avec la lumière qui était toujours très 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 présente dans mon travail artistique. Mais justement, le choix de Année-Lumière fait aussi référence à une distance. Parce que l'année-lumière est donc une distance, et que c'était une année où en fait on avait
avait été en famille amenés à beaucoup nous déplacer. Et donc en un an, on avait été donc notamment à Portsmouth, à Londres, et on avait été aussi un peu donc ici à Boulogne, à Paris, en France, et en Espagne, à Madrid. Et donc j'avais l'impression d'être dans une espèce de tourbillon où on n'arrêtait pas de se déplacer presque tous les mois. Et donc c'était pour ça j'avais envie de retracer cette notion de distance et de ce regard que j'avais porté sur cette année qui allait à toute vitesse. Et alors justement, quand on regarde vos photos, là malheureusement nous sommes à la radio, donc nous ne pouvons pas en bénéficier, mais on va essayer de les décrire aux auditeurs, en tout cas de montrer. Il y a dans ces photographies quelque chose d'intéressant, puisque vous parliez donc de vos séjours pendant cette série d'années-lumière qui vous ont mené de Portsmouth donc à Madrid. Là, lorsqu'on parlait de lumière, de Madrid al cielo, c'est la plus belle lumière d'Europe, en tout cas, sinon du monde. Et ce qui est amusant dans ces photographies, c'est que parfois, j'en prends une au hasard, par exemple, une photo qui s'intitule Sombra Derretida, qui est donc à Madrid, et il y en a une autre qui est à Portsmouth et qui s'intitule Tricolore. Et ce jour-là, il y avait certainement un soleil radieux à Portsmouth, car si on met les deux photos côte à côte, l'une, il s'agit d'un mur avec justement une sombre, la sombra, donc l'ombre comme ça qui se délite un petit peu, alors que l'autre, c'est un édifice avec la lumière au contraire qui perce. Et donc d'un côté, si on devait choisir, on aurait plutôt l'impression que la lumière anglaise est sur ce mur espagnol que je connais bien, car il s'avère que j'ai vécu 20 ans à Madrid et que ce mur, il était à 50 mètres de chez moi, donc je l'ai reconnu. Non, je plaisante. Charlotte me l'a dit. C'était à la maison. Voilà. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit les deux photos, et c'est là aussi où votre travail, la différence avec votre première série, où vous êtes encore hésitante, un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas, alors que là, vous commencez à affirmer votre style, qui est de nous montrer quelque chose qui n'est pas toujours apparent au premier regard, et vous allez aller de plus en plus loin, puisque nous passons à votre série 11 formes de l'ombre, qui est donc de la même année, mais là, il s'agit justement, d'où son titre 11, il n'y a que 11 photographies, où là, justement, l'ombre, la sombra et l'ombre est dans le titre. Et là, cette série, elle, en revanche, est beaucoup plus espagnole. Ou pas plus. Parce que quand on la regarde, on a vraiment une impression de lumière très, très, très puissante et d'une ombre, justement, très noire. Il y a une ombre très, très marquée, effectivement. Il y a des photos espagnoles dans cette série. C'est en fait une série de 11 photos. C'est pour ça qu'elle s'appelle 11 formes de l'ombre, où l'ombre est vraiment la protagoniste de ces images, en projetant des formes abstraites mais presque oniriques sur des murs, sur des objets. Et donc il y a des photos effectivement d'Espagne, il y a des photos beaucoup de Suède aussi et quelques-unes d'Angleterre. Et en fait, il y avait un aspect un peu philosophique dans cette recherche autour de l'ombre qui personnellement me fascine. Je trouve que ça fait des dessins éphémères qui sont absolument incroyables, qui dépendent de la lumière qu'il y a ce jour-là, de l'heure à laquelle on passe. Donc en fait, on verra jamais deux fois la même ombre. Mais souvent, on pense à l'ombre comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de triste, alors qu'en fait, s'il y a de l'ombre, ça veut dire que quelque part, il y a du soleil. C'est pourquoi je pense à l'Espagne. Exactement. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé autour du sujet de l'ombre. J'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup son côté mouvant, son évolution, les ombres qui glissent. Et surtout en arrivant en Suède, j'ai été fascinée par la longueur des ombres par rapport à celle de l'Espagne, parce que le soleil est beaucoup plus bas, même en plein été, et surtout en hiver, quand il dépasse à peine le toit des maisons, on a des ombres, des tout petits cailloux qui prennent des dimensions, qui ont des ombres de plusieurs mètres. Et donc ça me fascinait beaucoup. Et j'aimais cette idée de penser, quand on voit une ombre, donc comme un peu comme dans notre vie aussi, quand il y a quelque chose qui nous préoccupe ou qui nous déprime un peu, de penser que, mais de l'autre côté du nuage, il y a un soleil qui brille. Donc justement, on pense évidemment dans ce cas-là de l'expression de l'ombre
l'ombre à la lumière, mais dans 11 formes de l'ombre, en fait, vous avez mis l'ombre en lumière. Vous êtes allé plus loin que de passer de l'ombre à la lumière, vous avez réellement mis l'ombre en lumière, et là, et donc on parlait de ces lumières qui ne sont pas identiques, évidemment, entre Madrid, l'Espagne et Portsmouth ou l'Angleterre, et là, vous venez d'évoquer la Suède, parce que, bon, en un an, donc, nous avons suivi de Londres, Portsmouth, un petit passage Boulogne, Madrid, et là, tout d'un coup, l'année suivante, c'est la Suède. Exactement. Là, alors là, un sacré gros changement, j'imagine. Oui. Et donc, votre série de photographies s'appelle 4 saisons suédoises, qui laisse supposer que vous y avez au moins vécu 1 an à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer après dans la photographie? On va le voir, mais pour vous, comment on arrive comme ça de l'Angleterre, Boulogne, l'Espagne à la Suède? Alors en fait, pour des raisons familiales, en fait, on a habité donc plusieurs années, 4 ans et demi en Angleterre, dans plusieurs endroits différents. Et ensuite, mon mari a été muté en Suède, dans une ville qui s'appelle Linköping, qui est entre Stockholm et Göteborg, donc vraiment en plein milieu, loin de la mer, en plein milieu de la Suède, pas tout à fait au nord, mais Suède profonde. En Suède profonde. Et en arrivant là-bas, j'ai été très marquée par les différences de paysages qu'on pouvait trouver. C'est vraiment un endroit très particulier, la Suède, très propre à la Suède, et pour avoir déménagé dans plusieurs pays et plusieurs villes différentes, je savais que tous ces étonnements qu'on rencontre quand on vient d'arriver, petit à petit rentrent dans le registre du quotidien et on ne les voit plus. Et j'ai eu envie de saisir toutes ces choses qui m'interpellaient au moment où pour moi c'était encore un choc, pour pouvoir les transmettre. Et donc notamment ces petits cailloux avec des ombres infinies font partie de cette série-là. Et donc c'est effectivement, comme vous l'avez évoqué, c'est comme ce rapport d'étonnement, un rapport d'étonnement de ma première année en Suède. Donc j'avais choisi 4 saisons suédoises comme nom parce que c'est un pays où le passage des saisons est extrêmement présent. Non seulement parce qu'on voit, il fait très froid, les jours sont très longs, les automnes sont glorieux, le printemps se fait vraiment attendre, mais en plus c'est vraiment quelque chose qui marque la vie des Suédois. Ils sont vraiment très proches de la nature, et culturellement on est très très marqué par ces saisons qui passent. Je pense parce que la nature est tellement extrême que de toute façon les attend. Parce que comme vous parlez de la nature, excusez-moi, je vous coupe, pour revenir à la photographie, ce qui est intéressant, c'est que pour nous Européens du Sud, en fait, la Suède, comme tous les pays nordiques, quelque chose d'une nature plus brutale, plus abrupte, et aussi il y fait froid. Et dans vos photographies, d'abord il y a une chose qui ressort, et là c'est par rapport encore dans votre évolution. Là tout d'un coup, on a l'impression que vos photos sont moins souvent prises en extérieur, mais vous prenez l'extérieur depuis l'intérieur. On a cette sensation petit à petit qu'en fait c'est la nature, oui on voit des arbres, mais vous n'êtes pas plongé dans cette nature. Lorsque vous saisissez cet instant, on a l'impression que vous n'êtes pas dedans, à l'extérieur, et que vous photographiez une nature qui vous apparaît, mais parce qu'il y a aussi, je pense, pour nous, que cette nature ne me paraît pas du tout suédoise. C'est-à-dire, on voit des ciels bleus, mais d'un bleu, je parlais du ciel de Madrid, on voit des branches très fleuries, et c'est vrai que même, oui, on sait qu'il y a du soleil en Suède, mais on n'a pas l'impression qu'on va y voir des arbres aussi luxuriants que nous les avons en Europe, et qu'il n'est pas possible qu'il y pousse un fruit, que ce n'est pas le potager de l'Europe, ça se saurait. Et c'est pour ça que vos photographies nous interpellent d'autant plus, parce qu'elles nous dévoilent un paysage suédois qu'on n'imagine pas toujours, et là où ce qui est intéressant par rapport à votre propre évolution photographique, c'est que va apparaître dans cette série-là, je dirais un petit peu les premières vitres, et qui vont devenir plus récurrents dans votre travail. Donc j'aime l'idée de l'évolution, et on voit notamment tout d'un coup une impression qu'il n'en est plus une, puisqu'il semble bien que vous ayez pris cette nature
à travers votre fenêtre. On va continuer, Marie, on écouterait, on se régale de se promener avec vous, Marie Tadei, et à travers l'œil du photographe Charlotte 4B cet après-midi. On va écouter Nicoletta, la musique. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes toujours sur La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez nous écouter sur le canal 60 de vos téléviseurs, dans les 450 chambres de l'hôpital Ambroise Paré. C'est toujours La Voix d'Ambroise Paré avec Marie Tadei qui accueille Charlotte 4B cet après-midi sur l'œil du photographe, c'est la lumière. Alors cette lumière, justement, donc, qui est suédoise au moment où nous parlons, donc nous sommes en 2019, et comme je disais tout à l'heure, on a cette impression, donc, d'abord alors que ce ne sont pas des photos d'intérieur, on a l'impression d'un intérieur très cocooning, parce que cette lumière que vous saisissez dehors a l'air très accueillante, la nature a l'air florissante, et parfois vous commencez à prendre donc des photographies à travers la fenêtre, où là on a l'impression que vous avez cette nature qui est encore pas gelée plutôt, mais que vous appropriez depuis votre propre chez vous, entre guillemets. Oui, je pense que ça a quelque chose à voir avec le fait que, en étant, quand on va s'installer comme ça, parce qu'on ne voyageait pas en fait, on s'installait, on installait notre vie dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, et donc il faut pouvoir s'approprier ce nouvel endroit. Et donc moi j'ai toujours fait l'effort d'essayer de m'intégrer le mieux possible dans la vie qui m'entourait, donc d'observer ce qui se passait autour. Et donc petit à petit on a apprivoisé cette culture que je ne m'attendais pas à être si différente de ce que j'avais connu dans les autres pays, et qui est effectivement très tournée vers la nature. Et on n'a pas l'image de la Suède, une image de campagne verdoyante, parce qu'en fait ce temps des feuilles, je dirais, est assez court, puisqu'on ne voit pas de bourgeons, là où j'habitais en tout cas, on ne voyait pas de bourgeons de plantes avant la deuxième quinzaine de mai. Donc c'est très long, et puis ensuite en octobre tout devient roux, et un jour entre fin octobre et début novembre il y a un grand coup de vent, et puis il n'y a plus de feuilles jusqu'en mai suivant. Donc il faut absolument que vous soyez à votre fenêtre avec votre appareil pour saisir cet instant avant d'attendre à nouveau un an. Exactement. Et après on est beaucoup dehors aussi en Suède, on est très dehors, il y a les gens se retrouvent beaucoup dehors, et on profite vraiment de cette nature. C'est vraiment très lié à la culture suédoise. Mais vos photographies, pourtant, sont des photographies de Charlotte 4B, donc à l'origine née à Boulogne, grandie à Boulogne, qui a déjà voyagé, et pourtant elles ont justement un côté suédois. Vous avez réussi à capturer justement cette sensation que vous aviez, ou même ce besoin de ne pas être une expatriée, mais justement de vous intégrer au mode de vie suédois, parce que vos photos elles ont quand même ce côté, pour nous, encore une fois, latin, d'une douceur qui ne s'extériorise pas au premier regard. C'est-à-dire, il faut aller la chercher. Elle n'a comme un compliment. Merci. Bon, vous pouvez. C'est bien. Mais donc cette même année, vous inaugurez encore une nouvelle série qui, là, est beaucoup plus importante. D'abord, c'est une série de 40 photographies, mais vraiment sérielles. Quand on les voit, il n'y a aucun doute, elles ont un lien. Et ce lien est un petit peu, je veux dire, on ne le voit pas toujours à l'œil nu, mais le lien, c'est que justement cette fenêtre dont je parlais tout à l'heure, dans À portée de regard, la fenêtre, la transparence est partout. Exactement. Alors ça, c'est vraiment, je vais resituer la série dans son contexte historique, Bien parce sûr. que maintenant on peut déjà parler d'histoire à ce niveau-là. Donc on est en 2019. Je venais de gagner le prix des talents boulonnais, donc organisé par la mairie de Boulogne, et je devais produire donc une grande exposition à l'espace Landowski à Boulogne. Et je pense que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en février 2020, où le monde s'est replié sur lui-même à cause de la pandémie qui nous a tous touchés à peu près en même temps. Je dis à peu près en même temps parce qu'en en Suède, la pandémie nous a touchés 15 jours, 3 semaines après la France.
Donc en fait, on a vu le monde se fermer petit à petit, et la Suède est un des seuls pays qui n'avait pas ordonné de confinement, qui n'a pas obligé à porter des masques et qui n'a pas fermé les écoles. Donc on vivait une réalité très très différente de toutes celles de nos proches. Donc on a vu la France se fermer, on voyait l'Angleterre ensuite, l'Espagne a été frappée très très fortement. Donc nos familles espagnoles, françaises, nos amis anglais de notre précédente expatriation vivaient une réalité qui était la même que la nôtre, mais qui était vue sous un angle complètement différent. Donc c'est vrai que ça nous a vraiment ramené à s'interroger sur nos cultures, les différences de nos cultures, les différences de nos façons de vivre. Et puis ensuite, physiquement, on n'était pas confinés, mais on était beaucoup plus en intérieur quand même. Bien sûr. Et donc j'ai eu envie de transmettre cette idée de subjectivité de la réalité et de montrer qu'en fait la réalité est peut-être une, mais finalement on la voit tous d'une manière différente. Et donc j'ai choisi à ce moment-là d'exprimer ce concept au travers de la fenêtre, qui pour moi était une allégorie parfaite, puisqu'une fenêtre c'est censé normalement nous apporter une ouverture sur l'extérieur, avec normalement un verre qui est transparent, donc on doit voir tous la même chose derrière. Et en fait sur le verre il y a toujours, si on fait attention, quelque chose qui, si on choisit de le regarder, va nous brouiller cette réalité. Donc ce quelque chose, je l'ai organisé en 3 triptyques, donc cette série de 40 photos était divisée en 3 parties. Une partie avec des réflexions, une partie avec des distorsions apportées par les irrégularités du verre, et une partie avec de la condensation, donc les effets de la buée et de la pluie sur le verre. Et si on fait attention, d'ailleurs, ces trois termes ont aussi des définitions plurielles. Oui. Et donc j'avais vraiment envie de jouer à cache-cache un peu en faisant des photos qui sont généralement plutôt abstraites, où on perd un peu la notion de ce qui est devant, ce qui est derrière, est-ce que c'est un collage ou pas. Alors ça ne l'est jamais, mes photos sont toujours ne sont pas retravaillées, elles sont redressées quand il faut ou détachées, mais il y a pas je fais pas de manipulation d'image, c'est vraiment, j'aime l'idée que n'importe qui aurait pu prendre la même photo que moi si jamais c'est n'importe qui, ce quelqu'un avait choisi de regarder la même chose ou de la même manière. Oui, alors justement, vous l'avez intitulé « À portée de regard » et vous dites s'il avait choisi de regarder de la même manière. Et en fait, donc oui, on a chacun un regard faussé par différentes choses. Bien sûr, par le verre. Faussé ou orienté. Alors, j'allais y venir. Vous me précédez. Faussé par le verre, par exemple, effectivement, par un défaut. Faussé, mais aussi par nos propres sentiments et nos propres regards. Mais aussi, il peut être orienté. Et moi, j'irai plus loin. Il peut être conditionné. Et dans ces cas-là, le photographe, donc c'est-à-dire le premier regardeur de l'affaire, puisque nous sommes après les regardeurs, vous avez regardé la vide, vous avez pris votre photo, et maintenant nous sommes les regardeurs de votre prise de photo à travers cette vitre. Et donc vous pouvez quand même nous conditionner, car lorsqu'on regarde, par exemple, je prends une photo au hasard, mais alors le plus total, je prends breaktaking. Donc une photographie exposée actuellement donc dans une galerie, je le rappelle, à l'atelier H4B 25 rue Escudier à Boulogne. Donc nous sommes face à une œuvre d'art, donc nous la regardons comme telle. Donc on a tendance à penser que, comme le disait Kant, une œuvre d'art ce n'est pas la belle représentation, la représentation d'une belle chose, mais belle représentation d'une chose. Donc on est devant quelque chose d'assez beau, et donc on lui donne tout de suite une valeur supérieure. Donc ce qu'on voit est beau. Il s'agit dans ce cas-là donc d'une prise de vue à travers, on est plus dans la condensation puisqu'il y a des gouttelettes d'eau donc qui déforment, et il y a, alors certains y voient une sorte de comme une cheminée de paquebot, donc ça nous emmène à voguer, une croisière, bon, il y a un petit peu de pluie, mais c'est peut-être les embruns marins, enfin, quelque chose de magnifique. Et hier, j'ai appris qu'il s'agissait en fait d'une bouteille de ketchup. Vous imaginez ma déception. Oui, c'est une photo qui a été prise. Pourquoi déçue, Marie? Non. Parce que je suis professionnelle et je l'avais vu moi aussi. Effectivement, c'est une photo que j'ai prise en Angleterre un jour où il faisait vraiment mauvais.
Et donc c'était un restaurant typique où on peut avoir des English breakfast et des hot dogs, et donc il y avait effectivement un diner. Voilà, exactement, un diner j'adore anglais, le ketchup. il faisait très chaud à l'intérieur et très froid dehors, donc il y avait cette condensation vraiment très épaisse sur la vitre, et comme dans beaucoup de restaurants britanniques, il y avait la bouteille de ketchup et la bouteille de brown sauce qu'on voit aussi sur la photo, donc les deux. Oui. Et donc j'aimais cheminée. Et j'aimais Marie, beaucoup vous n'étiez pas loin. J'aimais beaucoup ce petit clin d'œil à des choses qui sont vraiment très communes de tous les jours. La vie ordinaire. Voilà, exactement. Et j'aime bien cette idée de rendre de l'abstrait. Donc ça me fait plaisir que vous ayez vu des bateaux, parce que c'est vraiment l'idée de mes photos, de renvoyer à un imaginaire sur des choses qui sont très concrètes et à portée de tout le monde. Pardon. Encore un peu de voyage, effectivement, avec la lumière du Sud, avec Nino Ferret. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes toujours sur la voie d'Ambroise Paré. N'hésitez pas à descendre, à venir nous voir pendant l'émission. Nous sommes au studio au rez-de-chaussée couloir à l'angle du kiosque à journaux, ou en nous contactant au 15 560, et l'appel est gratuit. Allez, on continue à se promener à travers les regards et les tableaux de Charlotte H4B. Donc cette fenêtre, à l'époque, elle est fermée à cause de la pandémie, et en 2020, vous êtes toujours avec des fenêtres, vous êtes toujours en Suède, mais là, vous inaugurez une nouvelle série, alors je vais le dire en français, Hermifran. Comment on le prononce en suédois? Ça se dirait Hemifrån. Voilà, donc c'est mieux. Et alors celle-ci, quelle est la différence? Parce que là, c'est une série qui regroupe 3 séries. Je vais vous laisser dire, je pourrais donner que la traduction, c'est pareil, je ne prononce pas, donc From Race. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je vous entends prononcer des mots barbares pour nous, les petits Français. C'était un peu l'intention d'ailleurs, parce que justement, avec Hemifrån, qui veut dire depuis chez moi, j'ai voulu en fait continuer sur le registre de la subjectivité du regard, mais parler d'un point de vue beaucoup plus intime, depuis mon point de vue en tant qu'étrangère en Suède. C'est comme je vous l'ai dit au début, en fait j'ai été assez frappée par les différences culturelles, et la pandémie n'aidant pas à s'ouvrir vers l'autre, j'ai trouvé que c'était très difficile, beaucoup plus difficile pour moi de m'intégrer en Suède que cela avait été dans les autres pays. Et donc depuis chez moi, Hemifrån, ce sont des photos donc toutes à travers les fenêtres, puisque c'était ce qui m'émeuvait, je dirais, depuis 2019, de montrer en fait. Oui, de regarder depuis chez moi. Donc sur cette série, effectivement, vous avez raison, Marie, c'est un triptyque. Il y a 2 séries qui sont prises depuis chez moi vraiment, et une série qui a été prise en Laponie suédoise, donc pas du tout chez moi, où on voit aussi des fenêtres, mais cette fois-ci, autant celles qui étaient prises depuis chez moi sont des photos à travers ma fenêtre, et donc ces 2 séries s'appellent Zone libre, donc Fri Område, et la deuxième série prise chez moi s'appelle Frontière intérieure, qui se dit Inre Gränser en suédois. Et la 3e série qui vient s'insérer entre les deux s'appelle Omväxling, qui veut dire variation. Exactement. Et donc en fait avec cette série, j'ai voulu continuer à raconter mon histoire. Donc la première série Zone libre, donc intentionnellement j'avais choisi de mettre des titres en suédois pour qu'ils ne soient pas vraiment compréhensibles facilement. Oui, c'est réussi. Parce que c'était effectivement la réalité à laquelle je me confrontais depuis déjà 2 ans. Donc j'ai appris le suédois, donc maintenant j'arrive à comprendre ce que vous écrivez, ce que j'écris au moins. Ce qu'on ne comprend pas nous aujourd'hui. C'est une petite vengeance personnelle. Au moins vous comprenez vos titres, c'est déjà un voilà, bon donc point. je me suis sentie dans un Ikea pendant 3 ans. Et donc Zone libre sont des photos qui sont prises de chez moi, qui sont des photos plutôt abstraites. En fait, on avait une particularité que j'ai découvert que je ne connaissais pas en Suède, c'est qu'on avait de la buée sur nos vitres, et quand il faisait moins 10 degrés, cette buée se congèle et dessine des arabesques, on dirait du verre ciselé, et fait des motifs absolument incroyables. Parfois on dirait des bouquets de fleurs, parfois on dirait des coups de couteau. Enfin, c'est vraiment fascinant, les mêmes fenêtres qui tous les jours fondaient un petit peu et les cristaux se recréaient. Et donc je prends en photo ces
ces variations dues au givre. Et en fait, je prends en photo les immeubles qui sont en face de chez moi. Donc, les maisons de mes voisins, qui me semblaient tellement difficiles à approcher et tellement inconnues. Et en fait, ces photos-là, donc il faudra venir les voir, mais quand on les voit de loin, on a l'impression qu'on voit ce que c'est, on voit une barre d'immeuble. Et puis, plus on se rapproche physiquement de cette photo, ou plus on l'agrandit sur son écran, on augmente cette sensation de flouté et on perd complètement de vue le sujet. Et donc pour moi, c'est vraiment la façon dont je me sens quand je vais à l'étranger. Au début, on a l'impression qu'on sait à peu près de quoi on parle, sur quel terrain on va évoluer. On voit les choses qui nous paraissent à peu près claires, et plus on apprivoise une culture, et plus on se rend compte de la quantité de choses qu'on a encore à découvrir. Et donc c'était un peu ce que je voulais montrer par là. Et c'est réussi dans le sens où, lorsqu'on est devant ces photos, d'abord ce qu'on voit en premier, c'était effectivement ces arabesques de givre qui sont certainement magnifiques dans la vraie vie des vrais gens tels que vous les avez vus, mais qui sont d'autant plus magnifiés par votre œil, parce que ces photos sont je dirais pas les plus belles, parce qu'après il va venir la dernière, la toute récente, qui est magnifique, encore plus, pas plus, mais elle est exceptionnelle. Mais vraiment, cette série est exceptionnelle de beauté pure. Parce que ça part d'un art éphémère, finalement. Ouais, non, mais vraiment, cette série est à elle toute seule, comme ça. D'ailleurs, on ne voit pas une photographie. Les autres, on voit encore des photographies. Là, on ne voit pas une photographie, on voit plutôt, vous savez, c'est le fameux débat à l'époque pour Man Ray et Kiki de Montparnasse, qui ne voulait pas poser pour lui, qui posait pour tous les peintres de Montparnasse, tous les artistes, même des sculpteurs, mais qui se refusaient à poser pour Man Ray, qui était pourtant son amant, parce qu'elle considérait qu'il n'était pas capable de créer une œuvre d'art, donc, et qui finalement, il lui a dit, pose une fois, et tu vas voir, et il dessine donc les deux fameuses ouïes sur ses hanches, donc, qui donne le dingre, après le lion dingre, et voilà, qui a magnifié. Et là, elle dit, ah oui, ok, c'est une œuvre là. Et là, c'est vrai qu'on est devant une vraie photographie c'est pas une photo d'art, c'est-à-dire que quand on passe devant, on ne pense pas photographie. On pense tableau, finalement. Oui, oui, non, c'est vraiment impressionnant. Bon, c'est vrai que les arabesques naturelles, ils sont certainement pour quelque chose aussi, mais c'est vrai qu'on ne pense même pas aux barres d'immeubles. Non, on ne voit pas ça. On voit un ensemble qui est quelque chose de superbe. Et c'est au contraire, quand vous nous en parlez, qu'on comprend que derrière il y a des immeubles. Mais c'est ni en se rapprochant, c'est qu'on n'y aurait même pas pensé. Ça reste l'œil de Charlotte. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Autant d'en rapporter de regard, comme je le disais, on a ce besoin nous-mêmes d'imaginer ce qui est derrière, et en se trompant de diverses manières, alors qu'ici, on ne se pose plus cette question, on le regarde comme on regarde un tableau qui soit figuratif ou abstrait. Et c'est là où je salue, parce que lorsque nous nous sommes rencontrés, vous aviez déjà fait Émifrane, puis c'était il y a 3 ans, mais en revanche, je ne les avais jamais vus tirer, je les ai vus là parce que je les expose avec vous, et j'ai été vraiment pas agréablement surprise, parce que je n'étais pas étonnée pour autant, mais c'est quelque chose de très fort. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant dans cette série Femmes, qui est en fait un petit peu votre série posthume à la Suède, parce que après ça, vous avez fini par vous rendre compte qu'en fait il y avait cette barrière, et vous avez décidé de quitter les Suédois pour les Espagnols, puisque maintenant vous vivez à Oviedo. Exactement. Alors on a décidé... Quel grand écart. Oui, d'un côté et de l'autre de l'Europe. Alors on a décidé, parce que le contrat de mon mari s'est terminé avec la pandémie, donc on s'est... Mais il y avait aussi peut-être... Oui. Bon, finalement on ne s'intégrera jamais vraiment avec les Suédois. Oui, en fait on s'est rendu compte que... Retournons à la civilisation. On s'est posé la question de savoir où on voulait aller habiter cette fois-ci. C'était la première fois. Jusqu'à-là, on avait toujours suivi en fait les opportunités quand elles arrivaient. Et là on a fait les choses à l'envers. On a décidé de chercher l'endroit
endroit où nous, on se sentirait bien. Et oui, pour notre tempérament, on se sent plus latin que scandinave. Donc voilà, mais je garde un souvenir vraiment... j'ai adoré la Suède, je l'adore toujours, j'y retournerai, je pense, toute ma vie. Il suffit de regarder toutes vos photos de votre période suédoise, parce qu'on va parler, vous avez des périodes maintenant. Moi, je dis de Charlotte Quatrebeek que c'est une photographe globe-trotteur sédentaire. C'est-à-dire que vous avez des photographes qui partent au bout du monde faire des séries, ils vont s'approprier un pays pendant un temps ou un paysage. Non, elle s'y installe et elle commence ses photos une fois qu'elle est installée. C'est pas en se disant tiens je vais rapporter. Non, c'est une fois qu'elle est installée, parce que en fait je crois que ces photos naissent du fait qu'elle vit dans le pays et qu'elle ne trouverait pas les mêmes choses si elle ne s'y était pas installée. Et justement votre toute dernière série, eh bien là, je parlais au début de mes rencontres boulonnaises que vous inaugurez. Là, c'est une rencontre. Mais là, c'est pas une rencontre avec une personne. Là, votre dernière série, c'est une rencontre avec un édifice, mais qui est une rencontre, parce que vous allez carrément établir un dialogue avec cet édifice. Et donc, après, on viendra sur le titre de la série, parce que d'abord, je vais mal le prononcer. Là, c'est pas du suédois, c'est du japonais. Mais vu qu'on parle de l'Espagne, on va pas attaquer avec le titre de la série, mais racontez-nous comment est née donc cette toute dernière série qui, je le rappelle, est magnifique et il faut vraiment venir la voir parce que c'est la première fois, même pour Charlotte, puisque c'est la première fois qu'elle a tiré deux tirages, en plus des grands formats, de cette nouvelle série pour l'exposition. Donc là, en couvreur, très peu de gens les ont vus. Donc racontez-nous donc cette rencontre, Charlotte. Alors en fait, donc finalement, en cherchant l'endroit où on voudrait se sentir bien, on a choisi d'aller habiter dans la région d'origine de mon mari, qui est espagnol, du nord-ouest de l'Espagne. Donc une région absolument magnifique qui s'appelle les Asturies, qui est très peu connue, très verte, très pluvieuse, donc pas du tout l'image de l'Espagne qu'on a habituellement. Et donc on habite à Oviedo, qui est la capitale de cette principauté, tout petit territoire. Excusez-moi, je vous coupe. Elle parle de Oviedo. Je vous rappelle que vous êtes actuellement en France et quand vous dites Oviedo, les Français vont essayer de le chercher sur Internet avec un B. Voilà, Oviedo avec un V. Donc, et donc c'est une petite région qui est engoncée entre l'océan Atlantique et la cordillère Cantabrique, donc très montagneuse et très océanique à la fois, donc vraiment magnifique. Et on a décidé donc de jeter l'ancre dans cette région un peu perdue. Et dans cette région, donc je connais finalement, puisque c'est la région de ma belle famille, donc ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que j'y vais régulièrement. J'avais déjà entendu parler d'une usine abandonnée en fait, que j'avais vue dans plusieurs... Une fabrique ou une usine d'ailleurs? C'est une fabrique ou une usine? Quelle est la différence? Il y a des machines industrielles qui sortent des grosses voitures dans une usine, et dans une fabrique on fabrique des pièces d'artisanat en général. Alors non, ce serait plutôt une usine. C'est pas tellement artisanal. C'est plus industriel. C'est plus industriel. Donc c'était une usine de céramique qui s'appelle l'usine de San Claudio, qui était une marque très emblématique des Asturies, puisque les Asturies étaient surtout une région minière, connue pour ses mines de charbon, et donc très rude, très masculine, et en fait, au milieu de cette industrie, rude, il y avait cette usine qui a ouvert ses portes en 1901, qui embauchait surtout des femmes à l'époque, donc les hommes allaient à la mine et les femmes allaient faire de la céramique et vendaient dans toute l'Espagne et donc en fait c'était un peu le fleuron de l'industrie asturienne. Ils en étaient plus fiers finalement que de leur mine et puis malheureusement cette usine après des années de difficultés financières a été vendue pour 1 euro en 2009. Donc la marque existe encore, si vous allez voir sanclaudio.com, vous allez voir une marque de porcelaine et céramique, mais toute la production a été déplacée au Maroc. Et donc en fait du jour au lendemain, l'usine a été fermée, tous les employés ont été renvoyés et l'usine est restée ouverte au cas de vent, telle qu'elle était lors de son dernier jour, parce qu'ils n'ont même pas déplacé de matières premières, rien, tout a été fermé comme ça, figé dans le temps. Les piles d'assiettes, tous les moules, les décalcomanies, tout était resté comme ça. Et alors moi j'arrive là-dessus 15 ans après,
où l'usine avait été ouverte au cas de vent, donc piétinée, il ne reste plus que des miettes de tout ça. Et il y a encore quelques vestiges, quelques assiettes, encore des piles d'assiettes, encore quelques tasses qui n'ont pas été endommagées. Mais on voit quand même que tout ça est très 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 abîmé. Et j'ai été saisie en fait par la beauté de ce lieu, parce qu'on a vraiment l'impression que ça a été figé dans le temps, c'est apocalyptique, mais on sent encore la vie des gens qui travaillaient là-bas. Heureusement, c'est pas comme à Pompéi, vous n'avez pas trouvé une femme encore à crier. J'ai pas trouvé, non. Mais et puis on voit cette déchéance, cette érosion en fait de ces piles d'assiettes auxquelles on contribue. Chaque fois qu'on visite là-bas, comme on marche dessus, on est obligé, on participe à. Vous même cassé une. Bien sûr, on est obligé. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait énormément. Quand vous disiez que j'avais ouvert un dialogue avec cette usine, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de choses desquelles je me sentais identifiée. Oui, je pouvais m'identifier. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, comme on racontait avant, que comme je ne voyageais pas, je m'installais dans des pays. J'ai l'impression d'avoir eu à construire des vies qu'ensuite j'ai dû détruire pour reconstruire ensuite la suivante sur les ruines de la précédente. Un peu comme des villes en fait, où si on creuse, on retrouve dans le fond des tas de strates différentes. Mais comme dans les villes, il reste aussi des vestiges. C'est-à-dire que je ne suis plus la Charlotte boulonnaise qui a grandi ici. Je suis la Charlotte boulonnaise et la Charlotte espagnole et la Charlotte anglaise et la Charlotte suédoise. Et donc j'ai toujours, maintenant j'ai une espèce d'identité en mosaïque. Et donc c'est pour ça que cette usine me faisait vraiment penser à ça, parce que non seulement il y a des petits bouts de porcelaine partout, mais qu'elle conserve sa beauté, mais en plus cette usine a continué à être un terreau très très fertile pour l'inspiration des artistes de la région. Et donc j'ai l'impression en fait quand je parle de l'usine, quand je suis là-bas, que tout ce qui devait se passer sur cette usine a été passé avant, et que j'arrivais sur un terrain auquel j'appartenais pas. Mais pourtant je suis convaincue à chaque fois que j'arrive quelque part, effectivement j'ai cette sensation de ne pas partager d'histoire avec eux, mais cette histoire on la crée aussi ensemble, et on fait un petit bout de chemin ensemble. Et c'est un peu pour moi comme le poids que peut avoir la culture, dans la culture avec un grand C, dans nos cultures avec des petits C, où en fait finalement les choses du passé nourrissent toujours notre présent, et c'est pas parce qu'on ne les a pas vécues ensemble qu'on peut pas être imprégné par tout ce qui s'est passé avant. Et donc voilà, comme... Alors on va effectivement continuer à se promener avec Charlotte, on vous écouterait toute l'après-midi. Et là, cette fois-ci, on parle sur New York avec Claude Nougaro, Nouga York. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Et nous poursuivons notre après-midi à l'hôpital Ambroise Paré. C'est la voix d'Ambroise Paré, Godéric au micro. Mais c'est surtout Charlotte qui nous présente son travail avec Marie Tadei qui l'interviewe sur ce sujet. Et donc là, nous sommes en Espagne. Vous êtes dans une ancienne usine de céramique et vous nous parliez des artistes, donc qui s'étaient avant vous approprié ce lieu, non pas pour y rester, mais pour en prendre quelque chose. Certains pour nourrir leur œuvre avec, j'imagine, des morceaux donc de céramique, d'autres peut-être en se contentant de venir graffer dessus, parce que pour y mettre leur propre marque. Mais ces artistes, est-ce que, parce que nous sommes en 2023, enfin pas à ce moment-là, vous êtes un peu plus tôt, mais la pandémie est terminée, vous êtes en Espagne et puis en Suède, est-ce que ces artistes, vous avez pu les rencontrer, ou certains, est-ce que les portes s'ouvrent plus facilement lorsqu'on est à Oviedo que lorsqu'on est au milieu de la Suède? Oui, définitivement. D'ailleurs, j'ai été assez surprise. En fait, j'ai commencé à gratter le sujet de cette usine parce que je savais qu'il y avait eu des projets artistiques qui avaient été créés. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, à parler autour de moi de ce projet. Et c'est incroyable comme les connexions se sont faites rapidement et comme les gens ont été ouverts. J'ai été vraiment étonnée parce que donc, en préparant ce projet, j'ai commencé à répertorier tous les travaux artistiques sur le sujet de l'usine depuis sa fermeture jusqu'à maintenant, de voir ce terrain auquel je n'appartenais pas, ce qui avait été fait sur le sujet. Et j'ai été très surprise de l'accueil des gens, de leur ouverture, et tous m'ont autorisé à parler d'eux, à utiliser leur travail, et ça a créé plein d'échanges qui ont été vraiment très enrichissants, et je me suis vraiment sentie très bien accueillie, alors que j'appréhendais un peu, parce que je me disais que peut-être qu'on allait m'accuser d'appropriation. L'étrangère. Voilà. Et puis, pire qu'une étrangère, une française. Ouais. Et on dit toujours que les Espagnols ont du mal. Ce qui est faux. On est des cousins. Non, mais c'est vrai que les Espagnols aiment les Français, quoi qu'en disent certains. J'en donc témoigne vous étiez aussi. le lien artistique de cette usine.
Le lien artistique, non, parce qu'il y avait un galeriste de la ville dans laquelle j'habite, Oviedo, qui avait déjà travaillé sur le sujet, qui avait déjà fait une exposition réunissant plusieurs artistes sur le sujet. Donc, par ce lien-là, d'ailleurs, c'est ce galeriste-là qui m'a emmené à l'usine la première fois, qui me l'a montré. Donc il y avait déjà des choses, c'est vraiment un sujet très très fort dans la région et très identitaire, donc je ne suis pas du tout la première à arriver là-dessus, mais en revanche ça n'avait pas été fait depuis plusieurs années et donc de voir que comme un ricochet l'usine continue à avoir son influence sur le monde artistique de cette région est assez fascinant. Et vous, de votre côté, donc, vous allez en faire une série de photographies. Donc là, nous sommes donc dans une usine désaffectée, certes en Espagne, mais dans les Asturies, donc un peu plus froide. Et comment on sort des photos, parce que, encore une fois, je le répète, vous en avez de magnifiques qui sont actuellement exposées, avec une telle lumière, certaines on a l'impression d'avoir une lumière caravagesque, sur d'autres la fameuse bougie de Fontaine-la-Tour. Comment vous avez réussi à capturer ces instants dans un lieu qui, au demeurant, devrait être assez froid, glacial et plutôt vision d'horreur? Je pense notamment à celle qui est exposée actuellement, pas les céramiques, où là je parlais du Caravage, mais l'autre, où on voit bien qu'il s'agit de fenêtres un peu brisées, mais quand on la regarde, on a presque l'impression d'être devant une page de Marie-Claire Maison, tellement ça a l'air... Le décor a l'air tellement magnifique, on voit les fenêtres brisées, ça doit être un choix, ça doit être une très belle villa sur l'île de Ré. C'est impressionnant ce que vous avez réussi à sortir, et quand évidemment, là encore, quand on s'en approche, et là, notre regard, là, est à nouveau, il est déconditionné, parce qu'au début, bon oui, c'est une magnifique photo, donc on voit quelque chose de beau. Et en s'approchant, oui, on voit effectivement des assiettes fracassées dans un coin, la nature qui a repris le dessus et qui pousse, non pas comme on le pensait, dans des pots bien organisés, en bord de mer, dans une véranda pour bobo parisien, mais bien en train de pousser entre les briques, ou peut-être d'une des machines qu'utilisaient les employés de l'usine auparavant. Donc comment vous arrivez comme ça avec votre appareil à chaque fois à recréer quelque chose d'unique tout en utilisant quelque chose qui est là devant vous? Alors pas à chaque fois. Donc contrairement à mes séries précédentes où vraiment je prenais des photos sur mon chemin, là ça a été vraiment un tournant dans ma pratique photographique puisque j'avais choisi ce lieu et donc mes photos de cette série s'étalent sur 1 an. J'y suis retournée plusieurs fois et donc c'est pour ça qu'on voit le passage des saisons dans mes photos. On voit des photos en hiver, en été, au printemps, en automne et on voit effectivement la nature qui reprend ses droits et j'ai été parfois dans cette usine et je ne suis revenue sans aucune photo puisque la lumière ne m'allait pas. Donc voilà, et donc je suis ravie si j'ai réussi à vous transmettre ma sidération à l'arrivée de cette... Vous avez trompé une fois de plus. Et alors comment s'appelle cette série Kintsugi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Kintsugi, c'est un mot japonais, dont je ne parle pas le japonais, je tiens à le préciser. Mais après le suédois, ça doit être facile le japonais. C'est en fait un art japonais qui consiste à réparer les céramiques cassées en soulignant leur fêlure avec de l'or, avec de la colle, de l'or. Et donc en fait ça permet de transformer un objet sériel en une œuvre unique et dont la beauté émane justement de ses faiblesses et de ses fêlures. Et je trouvais que c'était une allégorie très très belle pour parler non seulement de cette usine qui donc a été un drame social dans la région et qui est une blessure dans la culture asturienne, mais qui en fait continue de briller de par cette fêlure et de par cette cassure à inspirer la communauté artistique de la région et à inspirer en fait les habitants des Asturies qui continuent à être... Et vous a inspiré vous pour une série donc exactement. Encore une fois et très ensuite très sur belle. Un côté très intime, cette série représente aussi moi mes propres fêlures où en fait j'ai eu l'impression d'avoir cassé ma vie plusieurs fois et d'avoir dû en réparer les morceaux et en fait ces fêlures sont aussi ma propre richesse et sont aussi la lumière dans ma vie, je trouve que sont ma force. Voilà. Définitivement Marie, c'est votre signature entre la lumière... Charlotte. Pardon, Charlotte. Non, moi je ne sais rien faire.
Marie présente aujourd'hui, avec effectivement ses forces et ses faiblesses à la lumière et l'ombre. Merci infiniment d'être venue aujourd'hui. Marie, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est pour les personnes qui voudraient découvrir le travail de Charlotte et qui n'ont pas le temps ou ne peuvent pas venir actuellement. Ils peuvent la retrouver sur son site internet Charlotte 4 le chiffre B majuscule comme le crayon 4B.com. Exactement. Voilà. Merci Charlotte, merci Godéric. Avec plaisir. On espère effectivement vous avoir diverti durant cette petite heure. En tout cas, on vous souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide à la maison. La suite de nos programmes. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.